Bonjour à tous, je suis ravie et un peu triste à la fois. C'est la 14e d'Impact Co, 10% pour tout changer et c'est également notre dernier épisode. Donc j'espère que vous allez le suivre et c'est encore un sujet extrêmement important car aujourd'hui nous allons parler de la lutte contre le sans-abrisme. On le rappelle, cette Web TV est une initiative du Haut Commissariat à l'économie sociale et solidaire en partenariat avec le French Impact et Pro Bono Lab. Aujourd'hui, nos intervenants, c'est la fondation Somfy, la fondation d'entreprise Somfy, et nous recevons avec grand plaisir Lucille Peignot, qui en est la déléguée générale. Bonjour et bienvenue Lucille. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Un immense merci de me recevoir. Je suis extrêmement ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Avec plaisir. Et le deuxième intervenant, nous recevons l'association Toi à moi, Denis Castin. Bonjour et bienvenue Denis. Bonjour, merci Cyrielle et ravi Lucille de te revoir et très honoré d'être là. On est content d'entendre les petits oiseaux derrière vous, Denis. C'est très sympathique. Ouais, Alors merci, pour voilà. démarrer, on va un peu contextualiser aujourd'hui la thématique du jour, donc le sans-abrisme. 16 millions de personnes en France sont en grande précarité et donc 4 millions de personnes sont non ou très mal logées. La Fondation Somfy a été créée en 2011. Actuellement, il y a 2 salariés et vous soutenez notamment des initiatives portées par des associations qui luttent contre le mal logement, notamment via 2 axes, l'accès à un logement décent et le mieux habiter ensemble à travers l'habitat. Et vous avez notamment 2 leviers d'action en France et à l'international. Et le premier levier est financier. Et vous avez notamment une plateforme de crowdfunding qui est très bien faite, qui s'appelle Les Petites Pierres. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette plateforme, lespetitespierres.org, Lucille? Tout à fait. Les Petites Pierres donc, ont été créées en 2013 et aujourd'hui c'est un collectif, une alliance de 4 membres. Donc vous avez la Fondation Somfy qui est le membre fondateur, mais également la Fondation Schneider Electric, la Fondation BTP+, et l'entreprise Valfidus. L'idée de cette plateforme, c'est de s'appuyer sur la force du collectif, la force du digital, pour faire appel à dons, à la générosité du grand public, pour aider les associations qui participent à la lutte contre le mal logement. Et le principe de base, c'est que tous les dons sont abondés pendant toute la durée de la campagne. Et pour permettre aux associations d'atteindre leur objectif de collecte, on met en place un accompagnement personnalisé et individualisé pour permettre aux associations d'atteindre cet objectif. C'est vraiment des très Alors, très comment belles on fait histoires déjà qui se créent. Il y a combien de projets qui ont été soutenus donc depuis 2013, c'est bien ça? Et voilà, on doit lever à peu près combien d'argent? Est-ce que effectivement, quand le particulier abonde de 5 euros, ce sont 10 euros qui sont ensuite donnés par la fondation? Ça marche comment? Tout à fait. Donc depuis 2013, il y a à peu près 325 projets qui ont pu être réussis via les petites pierres. C'est une plateforme qui s'adresse à toutes les associations, fondations, fonds de dotation, toutes les structures d'intérêt général ou d'utilité publique pour donc mener une campagne. Et comme vous le disiez très justement, en fait, le principe de l'abondance, c'est que pour 5 euros donnés par un particulier, il y a 5 euros abondés par les petites pierres, donc cette fameuse alliance des 4 membres partenaires. Alors, à travers la Fondation Somfy, on peut également vous aider avec notamment du partage de compétences. On appelle ça le mécénat de compétences. Donc, on appelle ça le levier humain à travers justement un programme d'engagement. Expliquez-nous justement comment ça se passe, l'implication des collaborateurs en termes de partage de compétences et ensuite comment vous identifiez les projets au sein de votre réseau d'associations. Donc c'est un programme qu'on a lancé en 2012 avec cette volonté d'apporter toujours plus aux associations, au-delà du financier, d'apporter justement cet aspect humain. Donc on a mis en place un programme permettant à l'ensemble des salariés du groupe, en France et à l'international, de bénéficier de 3 jours par an sur leur temps de travail pour aider des associations. Donc on a mis en place 6 formats d'engagement qui permet vraiment de répondre aux besoins des associations. Parce que le postulat de base, c'est toujours être à l'écoute du besoin de ces associations et ensuite d'apporter une, voire plusieurs compétences pour y répondre. Donc, comment on procède? On est en lien avec un réseau d'associations. Nous, on est basé en Haute-Savoie, donc essentiellement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cependant, grâce au confinement, on a pu se rendre compte que finalement, tout pouvait se faire à distance. Donc, l'idée, c'est vraiment d'étudier le besoin de l'association, de poser un diagnostic sur ce besoin, ensuite d'en établir une fiche mission qui est présentée aux différents salariés pour identifier là où les bonnes compétences pourraient répondre. Et pour trouver les salariés, les identifier, on s'appuie bien entendu sur la communauté RH de Somfy et également via un gros plan de communication interne pour faire appel donc au bénévolat, enfin au mécénat de compétences.
Alors, Somfy, aujourd'hui, combien de collaborateurs et c'est surtout combien de collaborateurs s'engagent chaque année et quels sont le partage de compétences qu'ils mettent justement à profit de ces bénéficiaires? Donc depuis 2012, on a vu vraiment un bel engouement sur le programme, si je peux m'exprimer de la sorte, avec une augmentation assez impressionnante. On est passé la première année de 30 salariés engagés à 500 l'année dernière, donc ce qui représente un effectif en France d'à peu près 32%. Et les compétences mises à disposition sont très variées en fait. Ça va de l'aide sur des petits chantiers de bricolage à de la compétence autour plus de tout ce qui est communication, ressources humaines, financières, juridiques. Beaucoup du digital. On a beaucoup de demandes sur l'aide à l'écriture des cahiers des charges, par exemple, sur des sites internet. Et en fait, c'est vraiment comprendre le besoin et donc toutes les compétences sont les bienvenues. Et quel type de projet on voit émerger sur lespetitespierres.org, par exemple? Vous pouvez nous donner deux, trois exemples de structures, d'associations qui se mettent en recherche justement de fonds via le crowdfunding? Ouais, c'est tous les projets qui gravitent autour justement de cette lutte contre le mal logement. Donc, on peut avoir des projets pour, par exemple, rénover un centre d'hébergement d'urgence, donc la prise en charge des travaux. Ça peut être la prise en charge aussi de loyers pour des familles qui finalement peuvent accéder à un logement via une association et donc on va aider sur la prise en charge des loyers. Et le montant maximum d'une campagne de crowdfunding est de 20 000 euros. Ça reste un petit budget, en effet, quand ça touche à l'immobilier. Par contre, ça permet vraiment de permettre aux associations d'atteindre cet objectif des 20 000 euros. Comment vous avez procédé pour justement venir en aide à vos bénéficiaires durant le confinement? Ça s'est passé comment? Ça a été une période assez intense avec justement un état des lieux finalement des besoins des associations. Et donc, en fait, grâce aux deux leviers de la Fondation, on a mis en place, si on peut dire, deux sortes d'aides. Donc, via les petites pierres, il y a eu un appel à projet vraiment sur les urgences du Covid-19. Par exemple, les centres d'hébergement d'urgence qui étaient fermés. Donc, les associations étaient face à la prise en charge de nuitées d'hôtel. Donc, on a eu des campagnes sur cet aspect-là. Ou alors, sinon, sur la distribution de paniers repas solidaires ou également sur l'aide sur des associations qui accompagnaient des personnes qui sortaient de prison et la sortie avait été un peu précipitée, donc comment les accompagner sur cette sortie de prison. Et ensuite, sur le levier humain, également, on a fait un état des lieux un peu des besoins des associations. Et c'est vrai que les associations nous ont tout dit, aujourd'hui, en fait, on est dans l'urgence, dans essayer de mettre en place un suivi téléphonique avec nos bénéficiaires. Donc, c'est plutôt après qu'on aura vraiment besoin de vous. Et donc, on a plutôt fait appel à du bénévolat de compétences, donc c'est-à-dire la différence avec le mécénat, c'est sur le temps personnel des salariés pour justement tenir compte de la temporalité qui était un peu différente pendant cette période et s'associer avec d'autres structures, les différentes plateformes qui ont pu émerger pendant cette période sur plus du suivi téléphonique avec pour et lutter contre l'isolement, également la confection de masques. Et ensuite, des salariés de Somfy se sont également mis à disposition pour aider les associations qui menaient une campagne de crowdfunding en termes de communication pour étendre finalement le réseau, la communauté qui faisait appel à nous. Et aujourd'hui, donc vous l'avez un peu dit, mais ça se passe comment aujourd'hui? Ce sont quoi les nouveaux besoins justement des associations que vous soutenez? Les nouveaux besoins, c'est essentiellement sur les frais de structure. Les associations aujourd'hui, elles font face à une urgence qui est de continuer leur mission, pardon. Et pour continuer leur mission, finalement, elles ont besoin d'aide sur soit la prise en charge des loyers des structures, soit alors sur les salaires, sur les frais de fonctionnement. Et c'est pour ça qu'on a un peu ouvert également sur les campagnes, sur les frais de structure pour permettre aux associations qui font appel aux petites pierres de pouvoir bénéficier d'une aide supplémentaire à ce niveau-là. Et sur le mécénat humain, c'est vraiment, on se rend compte qu'il y a eu personne qui a entretenu les bâtiments pendant toute cette période. Et donc, on a beaucoup de demandes de chantiers solidaires sur de la petite rénovation, du bricolage, des chantiers. Et on est en train de travailler aussi maintenant plus sur des missions de mécénat de compétences. On est en train d'identifier les besoins sur justement plus sur les jeunes en insertion, sur CV, l'aide de motivation, sur de la communication pour aider les associations aussi à réécrire finalement leur message de communication pour continuer à entretenir et à créer de nouveaux partenariats financiers. Eh bien, justement, d'ici les 12 prochains mois, quelle est votre stratégie de développement au sein de la Fondation Somfy pour avoir un impact d'une plus grande ampleur? Alors, notre impact pour nous, c'est de travailler avec l'international parce qu'on s'est rendu compte, la fondation était très française, très clusienne, on est basé en Haute-Savoie, comme je le disais, et on travaille avec des filiales. Et c'est pendant cette période, j'étais vraiment très proche
des filiales Somfy et avec cette vraie volonté justement d'initier des projets autour de solidarité, de comment aider finalement plus les populations en grande difficulté. Et donc l'idée sur nos objectifs, c'est vraiment d'étendre finalement le levier financier et humain avec les filiales Somfy. Par exemple, avec une présence au Brésil très très forte, en Inde également. On a développé des projets aussi avec l'Espagne. On est en train d'avancer avec l'Australie, avec les États-Unis. Donc vraiment, cette volonté, elle est axée sur l'international. Et quand on parle du mal logement en France, on ne peut que penser quand même de prime abord à l'abbé Pierre qui a fait énormément, et donc sa fondation Abbé Pierre. Est-ce qu'il y a des liens, des synergies entre vos deux fondations? Oui, on est très complémentaires. Moi, je suis assez admirative du travail entrepris par la Fondation Abbé Pierre, avec en particulier, bien sûr, ce fameux rapport du mal logement qui est édité chaque année. Et les liens sont, on se connaît bien. On a eu déjà des projets justement en commun via les petites pierres avec la Fondation Abbé Pierre. On se complète dans le sens où nous, on est une fondation d'entreprise. Donc, on n'a pas un discours de plaidoyer. C'est le discours que tient la Fondation Abbé Pierre. Et c'est que finalement, ensemble, qu'on va pouvoir faire avancer les choses, avancer le gouvernement, qui a une prise de conscience aussi au niveau des entreprises pour qu'on puisse tous ensemble aider toutes ces personnes démunies et faire en sorte que la lutte contre le mal logement puisse petit à petit finalement devenir un combat commun et qu'on arrive, j'espère, à qu'il n'y ait plus personne mal logé. Bien évidemment. Merci beaucoup. On va enrichir votre propos, Lucile, avec le délégué général de l'association Toi à moi, et que vous connaissez, je pense, déjà depuis 10 ans, Denis Castin. Donc, Toi à moi, ça a été de Toi à moi, hein, ça a été créé en 2007. Vous avez actuellement 12 salariés et votre objectif, c'est bien évidemment d'aider les personnes en situation de grande exclusion à changer de vie durablement. Vous communiquez notamment, vous agissez surtout autour de 3 piliers: loger, accompagner et créer du lien social. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce fonctionnement? En fait, l'idée de Toi à moi, elle m'est venue de manière très simple, alors que je me promenais dans la rue à Nantes. L'idée, c'est vraiment de passer de l'indignation à l'action. Et je me suis dit, en donnant une petite pièce à quelqu'un, si cette petite pièce, elle se cumulait à plusieurs petites pièces, et si c'était tous les mois, ça permettrait certainement de loger les personnes. Donc voilà, Toi à moi, ça développe ça. Et donc, peut-être qu'on peut mettre une petite vidéo, comme ça je vais vous la commenter en direct. C'est pour loger une personne sans abri, effectivement, on pense tout de suite au logement, mais il n'y a pas que ça. Donc on va commencer pour aider cette personne-là en la logeant. Et donc, Toi, moi, achète des logements, des appartements dans la ville, dans laquelle on va loger des personnes sans abri. Et puis, ces personnes sans abri, comme on les loge dans des appartements qu'on achète, une fois qu'elles iront mieux, elles laisseront leur place à d'autres personnes sans abri. C'est pour ça qu'on les achète, ces appartements. Et alors, comment on les finance? On les finance grâce à ces petits Alors dons attendez, réguliers. attendez, attendez. Avant de parler de financement, vous avez quand même fait une évolution parce que vous avez acheté votre premier appartement en 2008. Aujourd'hui, vous en avez 29, c'est bien ça? Et vous êtes notamment répartis sur 6 villes: Nantes, La Ferté-sous-Jouarre en Seine-et-Marne, Toulouse, Angers, Bordeaux, Lyon et bientôt Lille et Grand Paris. C'est bien ça? Enfin, faut quand même qu'on ait conscience, vous commencez véritablement à changer d'échelle. C'est exactement ça, mais honnêtement, le plus dur, c'était de passer de cette idée de passer de l'indignation à l'action, à acheter un premier appartement. C'était quand même quelque chose d'assez incroyable de se dire, à plusieurs citoyens, on se regroupe et on va acheter un appartement pour loger une personne sans abri. Voilà, et ça c'était le plus grand défi de Toi à moi, ça a été ça, passer de cette idée d'indignation à on le fait, on achète cet appartement. Alors maintenant, effectivement, une fois qu'on a fait nos preuves, on est né sur Nantes et puis on essaime dans d'autres villes. Bien sûr, parce que des personnes sans abri, il y en a à Nantes, il y en a dans d'autres villes. Et on a pu tester sur Nantes que notre modèle, donc basé sur ces 3 piliers, fonctionne. Pourquoi? Parce que, évidemment, les personnes sans abri, elles sont en manque de logement. Et oui, il faut les loger, il faut commencer par ça. Mais si elles sont à la rue, elles ont des problèmes. Et il faut les aider à résoudre ces problèmes. Et l'enjeu à Toi à moi, c'est de les accompagner par des professionnels qui vont les accompagner beaucoup. On a un accompagnateur pour 5 personnes logées. Donc en termes d'impact d'accompagnement, c'est un accompagnement global et ultra personnalisé pour aider à résoudre des problèmes de santé, des problèmes d'addiction, des problèmes bancaires, des problèmes de justice, des problèmes psychologiques. On ne travaille pas seul, on travaille en réseau.
Mais c'est surtout des problèmes de confiance en elles-mêmes et en la société. Les personnes sans abri, c'est des personnes, moi je considère qu'elles sont au bord du monde. Il y a eu un très beau film d'ailleurs. Et l'objectif de toi à moi, c'est bien de leur dire, de leur envoyer un message en les logeant, en les accompagnant, c'est de leur dire, ben, vous avez votre place dans notre société, on va vous aider, on vous redonne confiance en ça, et puis on va vous aider à résoudre des problèmes. Et puis le troisième volet de toi à moi, c'est tisser du lien, c'est créer du lien entre ces personnes exclues et des personnes non exclues, des bénévoles. Parce qu'évidemment, les personnes sans abri, elles voient qui? Elles partagent des moments avec qui en général? Ben, d'autres personnes en galère. Et l'idée de toi à moi, c'est de recréer du lien avec des personnes qui ne sont pas en galère. Et donc, ces trois volets, loger, accompagner, tisser du lien, c'est vraiment le modèle de toi, moi, d'aider des personnes sans abri à changer de vie. Et même moi, c'est un vrai défi, hein, aider des personnes sans abri à changer de vie. Je vous engage à le faire. C'est-à-dire que quand vous croisez quelqu'un sans abri, vous vous dites, est-ce que cette personne-là, elle pourrait vraiment changer de vie? Est-ce que... Ben vous verrez, c'est pas si facile que ça. Et le vrai défi, c'est ça. Et ça prend du temps. Ça prend en moyenne 3-4 ans, hein, d'aider une personne sans abri. C'est ça la durée moyenne d'un accompagnement, Denis? Ouais, Denis, la ça, durée moyenne d'un à toi, accompagnement de toi à moi, c'est 3-4 ans. Et en fait, ouais. le retour à l'emploi, ça se passe comment? Quel type de... déjà, comment vous identifiez les personnes sans abri ou mal logées? Et une fois qu'ils sont de retour, du coup, parce que c'est le but de l'accompagnement à la vie active, quel type de job ils pourvoient? Eh ben, ça va dépendre de chacun. Alors, comment ces personnes sont, entre guillemets, choisies à toi, à moi? Ben, l'idée, c'est on travaille en lien avec d'autres associations, le SAMU social, des foyers, des personnes qui font d'autres associations qui vont faire des maraudes dans la ville et qui vont essayer La de Croix-Rouge? repérer des personnes. Par exemple, ça peut être. C'est vraiment toutes les associations qui sont au cœur de l'action de l'urgence sociale. Et souvent, ces associations, elles œuvrent, mais elles œuvrent, comment dire, pour aider les personnes de manière très immédiate, leur fournir de la nourriture, leur fournir une chambre pour le soir, mais pas à quelque chose pour construire un nouvel avenir aux personnes. Et donc, nous, on se connecte à ces associations et on va essayer de leur dire, est-ce que vous avez repéré des personnes auprès de qui, toi, moi, pour être un vrai levier de changement de vie? Et donc, on va choisir des personnes qui ont des profils très différents, hein. Ça peut être des réfugiés, ça peut être des femmes victimes de violences, ça peut être des personnes qui sont dans la rue depuis des dizaines d'années, des personnes qui souffrent d'addiction, d'autres pas du tout. Donc, on a un panel de personnes très, très différentes. Et évidemment, pour répondre à la deuxième question qui est le retour à l'emploi, ça se fait souvent en deuxième période de toi à moi, vers la fin de l'accompagnement, au bout de après la deuxième année en général. Et puis, ça va dépendre de chaque personne. Il y a des personnes qui reconnecteront jamais à la vie active, parce qu'on accompagne aussi des personnes qui sont âgées. Donc, l'idée, c'est pas de les reconnecter à la vie active, c'est de les reconnecter à la vie tout court. Et puis, il y en a d'autres, par contre, qui vont reconnecter à des emplois. Et toi, moi, donc, dans son modèle économique, vous l'avez compris, on a des citoyens qui permettent de financer les logements par les petits dons mensuels qui se cumulent, qui permettent de rembourser l'emprunt qui permet d'acheter des appartements. C'est très pragmatique. Ça, c'est pour financer les logements. En gros, il faut 100 personnes pour rembourser l'acquisition d'un logement sur 5 ans. Donc, 100 personnes qui donnent 20 euros par mois en moyenne, ça revient à 5 euros après réduction d'impôt, pas loin d'1 euro par semaine, la fameuse petite pièce. Pour l'équivalent de 100 personnes qui vont donner une petite pièce par semaine, on achète un logement. Et l'accompagnement, il est financé par des entreprises mécènes. Donc, c'est des PME, des entreprises de taille intermédiaire, des territoires où on est implanté, qu'on va voir et on leur dit, aidez-nous à financer l'accompagnement des personnes. C'est l'enjeu primordial. On se débrouille pour le logement avec les citoyens. Vous, entrepreneurs, aidez-nous à financer l'accompagnement. Et ces mécènes d'entreprise qui nous aident à financer l'accompagnement, eh ben, ça peut être autant aussi de possibilités de réemploi pour les personnes qu'on accueille. Donc, on a des liens privilégiés, évidemment, avec ces entreprises mécènes. Il y a peut-être des synergies à faire avec la Fondation Somfy? Ah ben, j'en suis persuadé. On y travaille, Lucille et moi, depuis une dizaine d'années.
Exactement. On a même prévu de se voir très rapidement pour reparler de tout ça. Ah, ça, c'est génial. Ok, ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, et grâce à Cyrielle, hein, merci. Ben Non, voilà, non, non mais je suis contente, je c'est suis vrai, contente la parce que vous rencontre, défendez des l'opportunité valeurs. de la rencontre, c'est ça. C'est génial, bravo. Non mais vraiment, c'est top. Et puis voilà, tenez-nous au courant s'il y a des belles synergies à faire parce que voilà, vous êtes vraiment sur le même secteur et effectivement, la fondation peut peut-être aussi, bien évidemment, aider au développement de Toi à Moi parce que vous avez également, donc Toi à Moi, l'ambition de justement de vous transformer et notamment d'engager un mouvement citoyen, c'est ça, pour venir en aide aux sans-abri sur l'ensemble du territoire. Expliquez-nous cette ambition, Denis. Je vais être franc, Cyrielle. Donc moi, je suis à l'origine du projet, hein. J'ai eu cette idée en donnant la petite pièce. C'était en 2006 l'idée, 2007 la création de Toi à Moi, 2008 le premier appartement. Vous voyez, ça remonte. Moi, c'est une grosse partie de ma vie, c'est presque 15 ans de ma vie. 15 ans de ma vie pour avoir 6 antennes et loger, avoir permis d'aider à rebondir une soixantaine de personnes. Je suis très heureux, mais c'est insuffisant. Et il y a plus de 200 000 personnes à la rue en France aujourd'hui. Euh, Ouais. il y en a dans toutes les villes. Aujourd'hui, on a réussi à faire ça qu'avec 1500 donateurs mensuels, les parrains et les marraines de Toi à Moi. On n'a que 1500 donateurs et parrains à Toi à Moi. Et ces 1500-là, ça nous a permis d'acheter 30 appartements et de reloger successivement donc une soixantaine de personnes. Je pense qu'on peut cibler beaucoup plus de donateurs, beaucoup plus d'entreprises qui nous aident en essaimant, en étant présents sur beaucoup de villes. Et aujourd'hui, on commence à avoir des entreprises, des grands groupes qui s'intéressent à Toi à Moi pour évidemment nous aider à essaimer et à faire plein de petits Toi à Moi partout, faire germer plein de petits Toi à Moi partout pour avoir cette action très pragmatique, en fait très simple, hein, loger, accompagner, tisser des liens. C'est presque du bon sens. Et donc oui, je porte cette ambition-là et pour aider en proximité toutes ces personnes sans abri qui en ont besoin partout en France. C'est ça un mouvement citoyen. Et là, concrètement, comment on peut faire Non, déjà, c'est vrai, comment s'est passé le téléaccompagnement du reconfinement et aujourd'hui, ça se passe comment surtout, depuis le 11 mai? Alors, je vais vous donner un chiffre, par exemple, qui est assez représentatif de la réalité de ce que c'est les problématiques des personnes qu'on accueille. Pendant le confinement, on a à peu près une personne sur 5 qui allait pas bien du tout dans les appartements, parce que même si on maintenait du téléaccompagnement par téléphone, par visio, pour ceux à qui on avait pu expliquer comment ça marchait, et puis aussi en passant pour porter des repas, etc. Il y en a quand même un sur 5 pour qui l'isolement, qu'ils vivaient dans leur logement, ça, ça remettait de l'huile sur le feu sur des blessures profondes qu'ils ont. Et donc, on en a eu à peu près un sur 5 qui se sont retrouvés en soins psychiatriques à l'hôpital pendant le confinement. Euh, D'accord. donc, c'est quand même ça la réalité de l'exclusion. Les personnes qui sont à la rue, elles ont tellement besoin de liens, beaucoup plus que nous. Euh, Néanmoins, il y en avait 4 sur 5 qui allaient bien. Donc ça a aussi permis d'éprouver le modèle Toi à Moi et de voir que loger des personnes dans des appartements qui sont leurs appartements, et avec tout ce qu'on met autour, accompagnement et lien social, même en téléaccompagnement, ben, ça marchait à 80%. Et donc aujourd'hui, ben, le déconfinement fait qu'on a pu recréer le lien social, la vie de Toi à Moi habituelle, avec des rencontres, des sorties. Je ne sais pas, le week-end dernier, par exemple, il y a des personnes sans abri qui sont allées faire du voilier dans le golfe du Morbihan. Euh, Ouais. alors on peut dire c'est du luxe, hein, vous emmenez des personnes sans abri faire de la voile, et pourtant c'est dans les rencontres qui vont se jouer entre le travailleur social qui est présent sur le bateau, entre des bénévoles et entre les personnes accompagnées qui regoûtent à la joie de vivre. Ben, c'est ça le terreau de leur nouvelle vie. Donc voilà un peu la transition aujourd'hui qu'on vit. On a pu reconnecter à ce qu'est réellement Toi à Moi. Je n'ai peut-être pas répondu à la question.
Si, non, mais c'est À parfait. peu Et une près. dernière question, on sent deux passionnés. Une dernière question, c'est comment, d'un point de vue plus personnel, Denis Castin, vous avez vécu ce confinement? Et bon, vous êtes déjà quelqu'un d'extrêmement engagé, notamment donc dans le secteur de l'inclusion et de l'insertion. Mais comment vous voyez-vous la suite, en tout cas vous concernant, d'un point de vue plus personnel? Voilà, est-ce que vous vous recentrez sur des fondamentaux forcément, et quels sont-ils? Ah, alors ça, c'est une question assez complexe. Non, en fait, Personnels. personnelle et complexe. Mais non, mais comment dire, le confinement, pour moi, ça a été un peu un moment suspendu pour prendre du recul, justement par rapport à ce fort développement de toi à moi et cet engagement très fort. Et comment dire, se dire, est-ce que c'est vraiment la bonne direction, le bon sens? Est-ce que je continue aussi en tant qu'entrepreneur social, hein, est-ce qu'on continue à se réaliser dans ce qu'on fait? euh, Comment retrouver une énergie profonde au fond de soi pour avoir toujours cette ambition de changement d'échelle? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que faire du quantitatif, vouloir aider plus de personnes, ça va pas signifier qu'on va les aider moins bien? Donc, ça a permis, le confinement, pour moi, cette prise de recul, d'être un peu moins dans l'action et d'être un peu à côté. Euh, voilà, D'accord. D'accord, très ok, merci sincèrement. Denis. Et même question pour vous, Lucille Peignaud. Je vais reprendre ton expression, Denis. Pour moi, ça a été aussi un instant suspendu entre deux. Et en fait, par rapport à mon parcours, avant, je travaillais dans l'humanitaire et j'ai toujours eu cette envie, en fait, de partir loin. Et en fait, cette période, elle m'a permis de me dire, ben, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de participer justement à bâtir un monde meilleur et donc à avancer sur les problématiques environnementales, sociales, sociétales, mais dans mon pays, en France. Et donc, j'ai la chance de pouvoir, à mon échelle, avec Somfy, faire changer les mentalités aussi bien au niveau des collaborateurs que peut-être aussi accompagner Somfy dans une transformation en France et à l'international. Donc, travailler vraiment au niveau local, qu'on puisse tous s'engager. Et cette période aussi, elle m'a permis de me rendre compte que finalement, on avait tous besoin des uns et des autres, qu'on était tous en lien et que c'était à nous de poser un autre regard pour faire en sorte que ces liens soient le plus bénéfiques possible et qu'ensemble, on puisse avancer. Et c'est vraiment ce qui m'habite, c'est vraiment participer à cette construction d'un monde meilleur pour nos enfants et pour les générations futures. Bien, merci beaucoup à vous deux. C'était un épisode encore très intense et puis très émouvant pour cette dernière. Je suis un peu triste parce que voilà, c'est la dernière d'Impact Co, mais très heureuse voilà de terminer sur ces valeurs fondamentales et notamment portées par deux passionnés, donc par vous deux. Donc merci beaucoup Denis, merci beaucoup Lucille, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis pour Impact Co 10% pour tout changer. On croise les doigts, voilà, pour encore porter très haut l'économie sociale et solidaire, notamment dans ce nouveau gouvernement. Je remercie Christophe Itier, qui est à l'origine d'Impact Co. Merci beaucoup à Pro Bono Lab, qui nous a aidés dans la construction du contenu, et bien évidemment au French Impact. Je vous souhaite à tous un très très bel été. Merci beaucoup encore à tous mes intervenants. Donc normalement j'en ai eu 28, si mes calculs sont bons. Et encore merci beaucoup à vous deux. Et je vous dis à très bientôt, en tout cas sur les réseaux, en télé, en radio. Et puis prenez soin de vous. Et puis au plaisir de vous voir dans la vraie vie, Denis et Lucille, pour parler de tout ça ensemble. Merci beaucoup, Cyril. Merci.